Les 22 conteneurs de bois de rose découverts en Tanzanie avaient été exportés de Madagascar depuis 2014, contrairement à ce qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux, a affirmé aujourd'hui le directeur général de la douane. Le syndicat professionnel des mines de Madagascar a déclaré aujourd'hui être toujours en attente du décret d'application du nouveau code minier qui a déjà été validé par les deux chambres de parlement. De l'actualité internationale, un centre-ville ravagé, des tirs près des hôpitaux et une population en fuite, Khan Younis est toujours le théâtre d'intenses combats. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes nourries sur la ville où les forces israéliennes au sol tentent de défaire les combattants du Hamas. Le face-à-face a fait selon le mouvement 125 nouveaux morts. Les 22 conteneurs de bois de rose, découverts en Tanzanie, avaient été exportés de Madagascar depuis 2014, contrairement à ce qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux, a affirmé aujourd'hui le directeur général de la douane. En effet, récemment, une information selon laquelle 22 conteneurs de bois de rose de Madagascar auraient été saisis en Tanzanie et dissimulés par certains hauts fonctionnaires et responsables du pays, s'est largement diffusée sur les réseaux. Cette information vient d'être démentie par le directeur général de la douane. Effectivement, 34 conteneurs de 20 pieds de bois de rose ont quitté illégalement Madagascar au mois de mai 2014 en direction de Hong Kong. Lorsque ces conteneurs ont été découverts à Nairobi, le ministère de l'Environnement du Kenya a déposé plainte et saisi ces 34 conteneurs de bois de rose. En 2021, le tribunal kényan a décidé de confier ces bois de rose au ministère de l'Environnement et de les placer dans 22 conteneurs de 40 pieds. Cependant, selon nos dernières informations, ont de nouveau été exportés à Dubaï en décembre 2022. Par la suite, les bois de rose ont été saisis par la brigade mixte tanzanienne sur un navire nommé Nora. Selon les explications, ces bois de rose avaient déjà été identifiés, marqués et entreposés quelque part dans le pays avant d'être exportés de manière illicite. Il s'agit d'un bois précieux relevant de la responsabilité du ministère de l'Environnement, mais qui demeure silencieux jusqu'à présent. Cependant, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la douane, qui a pris la parole. En 2014, un trafic illicite de bois de rose a été signalé sous le régime de l'ancien président Erazona Mapian. Le coordonnateur national du parti HVM, Rivra Kutfo, qui occupait à cette époque un poste élevé dans le pays, s'est exprimé sur l'affaire et a souligné que la vérité sur ce trafic devait être révélée et que les responsables devaient être sanctionnés. Selon lui, les récentes déclarations des autorités actuelles témoignent d'un rejet de leurs responsabilités, une forme d'autojustification. Face à cette attitude de rejet de responsabilité, je m'interroge sur la raison pour laquelle ces autorités ne révèlent l'affaire que maintenant, après qu'un civil l'ait divulguée sur les réseaux sociaux. On dirait qu'ils le font dans le but de se justifier, ce qui n'est pas digne d'un véritable leader. Cela remonte à 2022, ce qui signifie que ces bois de rose ont apparemment circulé au Kenya et au Tanzanie durant 2 ans. Le principe de la continuité de l'État est tel que même la signature d'un ancien président engage la responsabilité de l'État que les nouveaux dirigeants doivent assumer en apportant des améliorations ou des ajustements. Le rejet de responsabilité semble être une pratique courante chez ce régime. Bien qu'ils affirment que cette affaire remonte à 2014, je ne me préoccupe pas de cela, mais m'interroge plutôt du pourquoi ils n'assument pas la responsabilité de leurs actions. Même si nous faisons de la politique, le rejet de responsabilité n'est pas efficace. Ce n'est pas un cas isolé, ce régime a toujours excellé dans sa capacité à rejeter la faute sur d'autres responsables. Après la pandémie, il a attribué la non-réalisation de ses nombreuses promesses au Covid. Il y a quelques années, la responsabilité de la transformation de l'or national en fer, découverte au ministère des Mines et des Ressources stratégiques, a été imputée à l'ancien ministre et au fonctionnaire président. L'explication du gouvernement concernant cette affaire n'a fait ainsi qu'accroître les doutes chez les observateurs de la vie nationale.
Une situation aggravée par le fait que le ministère directement impliqué dans l'affaire n'a pas été entendu. Ce sont plutôt les responsables de la douane qui ont pris la parole, sans présenter aucun document ni preuve pour étayer leur dire. Le directeur général de la douane, qui n'a jamais abordé les cas des 73 kilos, qui n'a jamais réagi à l'affaire des exportations illicites de nombreux trésors nationaux saisis en mer depuis 2019, n'a pas fourni de clarification jusqu'à présent. Il subsiste de nombreux éléments suspects dans cette affaire des 22 conteneurs de bois de rose, une affaire à suivre de près pour déterminer la vérité et les vrais commanditaires de cette exportation illicite. Le syndicat professionnel des mines de Madagascar, aussi Promimad, a déclaré aujourd'hui être toujours en attente du décret d'application pour la mise en œuvre de la proposition de loi régissant l'exploitation minière qui a été validée par les deux chambres du Parlement. Le syndicat a également souligné les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur minier et a souligné notamment qu'à partir de 2010, le gouvernement central a suspendu l'octroi de permis d'exportation minière dans le pays, ce qui a entraîné d'énormes répercussions sur les acteurs et opérateurs de ce secteur. Comme nous le savons, Madagascar regorge de ressources minières, mais malheureusement, les exploitants locaux ne bénéficient pas pleinement de ces richesses naturelles. Plusieurs raisons expliquent cette situation, telles que le manque de financement, l'absence de décret d'application pour le code minier, ainsi que des retards dans la délivrance et la révision des permis miniers. Ces problèmes nécessitent des discussions approfondies avec les autorités publiques. Nous espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, il y aura une véritable concertation et prise de décision sérieuse pour résoudre ces enjeux. Le syndicat a ainsi exhorté l'application de ce nouveau code minier et a également demandé qu'il soit plus facile d'obtenir les permis miniers suspendus depuis 2010. La suspension de ce permis minier a entraîné de nombreuses difficultés pour les acteurs du secteur minier. En tant que membres du syndicat, nous croyons que la réduction de la pauvreté est possible si des améliorations sont apportées au secteur de l'exploitation minière, notamment en facilitant l'octroi des permis et des documents nécessaires à l'exploitation, en particulier pour l'exportation. Chacun possède ses talents spécifiques et il est important de reconnaître que tous ne peuvent pas être agriculteurs ou bureaucrates. De nombreux citoyens travaillent dans le secteur de l'exploitation minière, en particulier dans la région du Sud. Le CIPROMIMAD, ou syndicat professionnel des mines de Madagascar, a souligné que la non-maîtrise de l'État du secteur de l'exploitation minière constitue une lacune majeure dans le pays. Les membres du CIPROMIMAD se sont réunis aujourd'hui pour examiner les problèmes en cours et pour célébrer le Nouvel An. De nombreuses régions de l'île ne peuvent pleinement bénéficier d'une assistance pour faire face à la saison de pluie en raison du mauvais état des routes nationales, a déclaré aujourd'hui le directeur général du Bureau national de gestion des risques et catastrophes. La distribution de l'aide dans ces zones s'avère complexe et devrait idéalement être réalisée par hélicoptère. Cependant, en raison du manque d'hélicoptères, elle doit être assurée par voie terrestre. Le BNGRC et ses partenaires se retrouvent parfois dans une situation difficile. Par exemple, dans le district de Mande, plusieurs zones ont déjà reçu l'aide, dont la distribution a été réalisée hier, à l'exception de la ville de Mande, en raison de l'état des routes. Le problème n'est pas lié à un manque d'assistance, car il y en a, mais plutôt aux difficultés rencontrées dans la distribution, l'absence d'équipements appropriés, tels que des hélicoptères. Un budget de 200 millions d'ariage a été octroyé par la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet Miunzu dans la partie sud de l'île. L'objectif de ce projet est d'assurer l'indépendance alimentaire des habitants pendant la saison des pluies. Les fonds de développement destinés aux collectivités territoriales décentralisées doivent transiter par le fonds de développement local. De même pour Miunzu. Ces communes bénéficieront de financements importants qui devront préalablement passer par le FDL. Toutes les opérations se feront sous les supervisions du FDL, de Miunzu, du ministère de la décentralisation et des représentants de l'État. Cette approche vise à garantir la transparence de la gestion des fonds
au niveau des communes. Il y aura également un renforcement de leurs compétences. Une assistance et des équipements d'une valeur de 790 000 AGH ont été remis aujourd'hui au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes dans le cadre du projet MIOND qui couvre 134 communes du sud de l'île. Trois criminels connus pour enlèvement ont été abattus par les forces de l'ordre dans la nuit du mardi vers 1h45 du matin. Informés de l'intention de ces individus d'enlever un étranger à Mbouibé-Ilaf, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux. Un piège a été mis en place et une fusillade a éclaté entre les forces de l'ordre et les malfaiteurs. Suite à la neutralisation des criminels, une perquisition a révélé la présence d'une Kalachnikov et de pistolets chez eux. Ces délinquants étaient impliqués dans de nombreux cas d'enlèvement et ont perpétré ces crimes depuis 2003. Ils étaient également impliqués dans des attaques à main armée. La 15e édition de l'UTOP, la grande course de l'association Ultra Trail des Hauts Plateaux de cette année 2024, se déroulera du 10 au 12 mai. Alors que la 14e édition de l'UTOP comptait environ 2500 participants, on prévoit une augmentation à 3000 participants pour cette 15e édition. Nouveauté pour cette édition, les inscriptions et les paiements se feront exclusivement en ligne. En plus des courses existantes, de nouvelles épreuves seront également au programme. Il y aura une nouvelle épreuve appelée Master Challenge qui se déroulera sur 3 jours. Pour la première journée, le vendredi, la course débutera à Marzev jusqu'à Montassou. La deuxième journée de Montassou à Mbouimiadan. Et enfin, la troisième journée d'Mbouimiadan à Ambatbé. Une autre nouveauté est le challenge, composé d'une étape de Souamanandjain à Ambatbé le samedi et d'une étape d'Mbouimiadan à Ambatbé le dimanche. Le classement sera déterminé par la somme des résultats de ces courses. La troisième nouveauté est le retour de l'extrême de 56 km de Marzev à Montassou. Enfin, la quatrième nouveauté est une course de VTT d'Mbouimiadan à Ambatbé qui se tiendra le dimanche. D'autres améliorations seront aussi apportées pour une meilleure prise en charge des coureurs en collaboration avec Omeo Pharma, notamment en termes de bien-être et de massage. Les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, le 31 janvier, et se poursuivront jusqu'au 7 avril. 100 participants étrangers sont attendus pour cette 15e édition, si 80 participants étrangers étaient présents lors de la 14e édition. Selon les explications, Madagascar tire de nombreux avantages de l'UTOP. Tout d'abord, il y a l'amélioration de l'image de Madagascar, tant du point de vue sportif que de la beauté de l'environnement et des paysages. L'UTOP jouit d'une grande notoriété avec ses 10 courses organisées à travers le monde. Pour cette édition, nous attendons la participation de 100 coureurs internationaux, s'il y en a eu 80 l'année précédente. Des groupes de coureurs réunionnais et mauriciens sont ainsi attendus. De plus, l'UTOP a révélé de nombreux champions malgaches qui a contribué à leur succès sur la scène internationale. Cette implication a joué un rôle majeur dans le changement et l'ouverture d'esprit de ces athlètes, ainsi que de leur communauté d'origine. À ces avantages s'ajoutent l'assistance et la fourniture de matériel aux coureurs, un programme de reboisement en collaboration avec les partenaires, l'approvisionnement en eau potable des villages traversés par l'UTOP, ainsi que des initiatives telles que la construction de routes et d'écoles et la distribution de matériel scolaire. Les inscriptions sont ainsi ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer à la 15e édition de l'UTOP. La protection des sites protégés serait plus efficace si les communautés locales y jouaient un rôle actif, selon les écologistes, en établissant collectivement des règles internes sur ces sites ainsi que des sanctions à infliger à ceux qui les enfreignent. Le droit coutumier, tel que les Tinapukunul ou les conventions sociales de sanctions, s'avère ainsi plus efficace dans la protection des aires protégées, bien que le droit commun reste important. Dans le droit coutumier, le DIN pourrait consister, par exemple, à s'engager dans des activités de reboisement. En revanche,
Dans le droit commun, les plaintes peuvent entraîner des sanctions telles que des amendes ou des peines d'emprisonnement. C'est là la distinction entre le droit commun et le droit coutumier. Le digne du reboisement offre une approche bénéfique et durable. En permettant à chaque communauté de gérer les aires protégées dans leur localité, elles pourraient établir leurs propres règles internes et sanctions. C'est une pratique ancestrale dans la société malgache que nous cherchons à restaurer. Selon les experts en culture malgache, faire appel aux coutumes d'une société est l'une des meilleures stratégies à adopter pour garantir la protection des zones protégées. Ce n'est pas que les responsables compétents ne font pas leur travail, mais il a été constaté que lorsque la gestion de l'environnement est confiée aux individus, ils s'investissent davantage et se montrent plus déterminés dans l'entretien et la protection de leur milieu. C'est le fondement de notre projet, en collaboration avec une association de Nouvelle-Calédonie et l'île Maurice, axée sur la protection des aires protégées à Madagascar. La protection de l'environnement est intrinsèquement liée aux aspects culturels d'une société. Faire appel aux mœurs d'une société est une stratégie efficace pour assurer la préservation des zones sacrées. Diverses organisations qui œuvrent dans la protection de l'environnement ont rédigé un manuel qui met l'accent sur la restitution de la gestion des sites protégés aux collectivités territoriales. Ce guide sera distribué dans plusieurs régions. Débordé par l'afflux de patients, le fonctionnement de l'hôpital Nasser ne tient désormais plus qu'à un fil. Les 400 patients actuellement soignés ici le sont à présent par des médecins volontaires, tous débordés. Nous ne sommes pas plus de 5 ou 6 médecins aux urgences et chacun doit s'occuper de 10 patients en même temps. Et malheureusement, lorsque nous en avons terminé avec les cas déjà traités, les blessés qui arrivent meurent souvent avant que nous ayons eu le temps de les prendre en charge. Ce mardi, le fioul nécessaire pour alimenter les groupes électrogènes et la nourriture que devait livrer l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas parvenus jusqu'à l'hôpital à cause de retards subis au point de contrôle. Les médicaments manquent toujours eux aussi. Ma fille est blessée depuis un certain temps. Lorsque nous venons demander un traitement, parfois on nous répond qu'il est disponible, d'autres fois non. Franchement, je ne sais plus où aller, ni quoi faire. Ici, plus de nettoyage, de produits désinfectants ou de pansements neufs. Les conditions d'hygiène catastrophiques s'avèrent propices aux épidémies. Comme vous pouvez le constater, l'hôpital est rempli de personnes déplacées qui résident dans les différents services de l'hôpital. Les maladies infectieuses ont commencé à se répandre très largement à cause de cela. À quelques centaines de mètres de là, l'hôpital Al-Amal est lui aussi débordé. L'écho des combats qui font rage à Khan Younes y résonne. Al-Amal compte parmi les 14 hôpitaux qui fonctionnent encore, bien que partiellement, sur les 36 que compte Gaza. Selon son ministère de la Santé, la guerre a fait plus de 64 000 blessés dans l'enclave palestinienne.